Très bien. Bonjour. Bonjour tout le monde. Chers participants, chères participantes, je me présente, Monica Schuster, chargée des politiques alimentation et agriculture au WWF Belgique. Je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie pour votre présence, même si virtuelle, pour assister à ce webinaire consacré au double enjeu de l'agriculture, la rémunération des agriculteurs et le respect de l'environnement. Les signaux qui nous invitent à changer nos modes de production et de consommation sont de plus en plus nombreux et de plus en plus clairs. Changement climatique, déclin des populations sauvages, incendies de forêt, crise sanitaire, stress hydrique, l'agriculture, pas plus qu'un autre secteur, n'est à l'abri de ce besoin de changement de paradigme. Une transition progressive vers un modèle agricole qui fonctionne d'un point de vue économique et environnemental s'avère de plus en plus inéluctable. En effet, de nombreux faits illustrent ces caractères inéluctables. Le système actuel est extrêmement dépendant des subsides. Ces dernières représentent jusqu'à 400% du revenu de travail dans certaines filières. Or, la tendance est la diminution de ces subsides. Ces baisses auront plus que probablement des impacts négatifs sur les revenus des agriculteurs, alors que le secteur a déjà terriblement souffert. Autre chiffre, le rapport Planète Vivante, publié par le WWF il y a quelques semaines, nous a rappelé qu'entre 1990 et 2018, les populations d'oiseaux au milieu agricole, sentinelles de la biodiversité, ont baissé de 55% en Wallonie. En 2018, l'agriculture représentait encore 13% des émissions totales de gaz à effet de serre. Ou encore, avec 5,6 kg de produits par hectare de terres agricoles, l'utilisation des pesticides en Belgique est 2 fois plus élevée que la moyenne européenne. On le voit, que ce soit sur le plan social, économique, environnemental ou même celui de la santé, le monde agricole est confronté à des défis qui appellent un changement de paradigme. On pourrait même dire que le monde agricole est confronté au paradoxe d'être celui qui en même temps vit au plus près de la terre, gère la production alimentaire, la beauté de paysage, l'environnement et la biodiversité, et en même temps se retrouve parfois placé sur le banc des accusés lorsqu'il s'agit de chercher des responsables à nos problèmes environnementaux. La position du WWF, ce n'est pas d'utiliser ce constat pour pointer du doigt les différents acteurs ou supposer responsables. La position du WWF, c'est plutôt de contribuer à construire ensemble des modèles de production et de consommation qui soient durables et nous permettent de léguer une planète vivante à nos enfants. C'est dans ces contextes que le WWF a commandité, au centre d'études CITRA de l'UCL, où on se trouve d'ailleurs, une étude comparant les performances économiques et environnementales des différents systèmes d'élevage wallons afin d'identifier des modèles agricoles qui permettent de protéger l'environnement tout en garantissant un revenu digne à l'agriculteur ou à l'agricultrice. L'objectif étant donc d'initier une transition vers une agriculture qui soit plus résiliente sur le plan économique et social, tout en préservant la biodiversité et en limitant les impacts climatiques. Lors de ce webinaire, nous aurons d'abord le plaisir d'assister à la présentation des conclusions de l'étude commandée par le WWF. La présentation sera suivie par des interventions des 3 panélistes du monde agricole. Guy Franc, qui remplace aujourd'hui Erwin Schöpges, président du MING, Hugues Fallis, porte-parole de la FUGEA, et Marc-André Hénin, éleveur laitier biologique. Je vous invite à poser vos questions par l'intermédiaire de l'onglet que vous trouvez placé à cet effet sur Zoom. Vous pouvez poser vos questions tout au long des présentations. Nous allons les regrouper, prévoyant un moment de réponse groupé après les interventions des panélistes, donc vers la fin du webinaire. Pour faciliter notre travail, veuillez s'il vous plaît préciser à quel intervenant vous adressez la question. En vous remerciant encore pour votre présence virtuelle, je passe maintenant la parole à l'équipe des chercheurs de l'UCL, Philippe Barret et Anton Riera. Bonjour à tous et à toutes, mon nom est Philippe Barret, je suis professeur à l'UC Louvain et je dirige l'équipe CITRA, donc c'est une équipe de recherche sur la transition des systèmes alimentaires.
Et je voudrais vraiment remercier le VVF de nous avoir confié cette étude. Elle fait totalement sens pour nous puisque notre objectif est, par un travail sur les données, un travail universitaire, de pouvoir construire une réflexion sur les trajectoires de transition. Nos principes à Citra sont basés sur 3 grandes dimensions. La première, c'est que ce qui nous intéresse, c'est la diversité des modes de production, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de produire du lait ou produire de la viande, on verra qu'il y a vraiment différentes façons de faire. Le deuxième principe, c'est de contribuer à une transition, c'est-à-dire d'articuler à la fois des dimensions économiques et des dimensions environnementales. Et l'étude ici participe à ce schéma. Et le troisième principe, c'est celui d'être inclusif, c'est-à-dire que notre souhait est toujours que l'ensemble des agriculteurs du secteur que l'on étudie se retrouvent sur la photo, que ce soit ceux qui ont des pratiques qu'on juge plus vertueuses ou que ce soit ceux dont les pratiques sont peut-être moins vertueuses, mais qu'au moins on puisse être dans une logique comparative, de regarder un peu comment chacun contribue à l'évolution de nos systèmes. Et donc, ça fait déjà 3 ans qu'on travaille dans cet esprit-là. On a travaillé pour différents partenaires, la région Wallonne, Greenpeace, aujourd'hui le VVF, mais on reste toujours fidèle à ce type de logique. Alors, l'étude qu'on va vous présenter aujourd'hui a été essentiellement réalisée par Anton Riera, qui va vous présenter les principaux résultats et qui pourra servir après de support à une réflexion que j'espère à la fois aujourd'hui, mais aussi qui pourrait inspirer les réflexions politiques sur le moyen et le long terme. Je passe la parole à Anton. Merci Philippe, merci Monica pour ces introductions. Alors les questions qui vont animer nos débats aujourd'hui portent effectivement sur les performances environnementales et économiques donc des systèmes bovins en région Wallonne. Alors plus particulièrement, on va essayer de voir s'il est possible de concilier ces performances environnementales et économiques au sein des différents systèmes de production. Alors en termes d'objectifs, j'essaie de changer de slide. Ah, voilà. Donc, en termes d'objectifs qu'on avait fixés pour cet objectif, Philippe en a déjà touché un mot par rapport à l'approche qu'on adopte dans nos études. Donc, l'idée est toujours d'être inclusif et donc de mettre en évidence la diversité de pratiques que l'on retrouve au sein donc, de ce cas-ci des systèmes laitiers et allaitants en région Wallonne. Et une fois ces différents systèmes de production identifiés, l'idée était donc de les comparer du point de vue de leur performance environnementale d'une part et du point de vue de leur performance économique d'autre part. Donc, en termes de périmètre, vous l'aurez compris, l'étude s'est intéressée à 2 filières, la filière laitière d'une part et la filière allaitante naisseur d'autre part. Donc, toutes les activités d'engraissage de jeunes bovins n'ont pas été prises en compte dans le cadre de cette étude-ci. Donc, en termes de périmètre géographique, on s'est intéressé à la région Wallonne. Et alors, cette étude a été possible au départ de l'analyse de 290 exploitations laitières et 216 exploitations allaitantes naisseurs, réparties dans un jeu de données sur 4 années, donc de 2014 à 2017. Alors, on va tout de suite commencer par regarder les résultats spécifiques au système laitier. Et en fait, on va commencer finalement par la question finale qui nous intéresse, à savoir quelles sont les combinaisons de performances environnementales et économiques pour les différents systèmes laitiers que l'on a identifiés dans le cadre de cette étude. Alors, on voit ici apparaître sur cette figure 8 systèmes qui sont représentés par 8 boules, disons, de couleurs différentes et qui sont classés le long d'un axe environnemental, donc un axe horizontal, qui représente l'impact environnemental de chacun de ces systèmes. Alors, plus le score de chaque système est faible, donc plus le point se trouve vers la droite de l'axe, plus son impact environnemental sera faible également. Donc, le but de chacun de ces systèmes est de migrer vers la droite de la figure. Alors, on voit que dans ce cas-ci, les 2 points qui se situent le plus à droite sont les points vert clair et vert foncé, et qui correspondent en fait au système laitier de type herbagé. Alors, on verra plus tard qu'est-ce que ça représente. Et donc, pour l'instant, on peut retenir que les systèmes les plus avantageux, disons, du point de vue environnemental, sont des systèmes herbagés. Alors, si on projette ces points sur un axe économique,
représenté ici par un indicateur qui est le revenu du travail familial en euros par unité de travail familial. Ce qu'on remarque, c'est que ces deux systèmes qui étaient les plus intéressants du point de vue environnemental, en fait, présentent des performances économiques qui sont comparables à celles des autres systèmes. Et donc, globalement, on peut déjà affirmer que les systèmes herbagés, qui présentent donc cet avantage au niveau environnemental, sont en fait les systèmes qui présentent la meilleure combinaison de performances environnementales et économiques. Donc, on peut dire que globalement, ils n'ont pas spécialement des meilleures combinaisons économiques, performances économiques, pardon, mais ils n'ont pas forcément de moins bonnes performances économiques non plus. Alors, on va donc partir de cette figure finale, de ce résultat, pour se poser 3 questions. Tout d'abord, comment est-ce qu'on a fait pour identifier ces 8 systèmes? Comment est-ce qu'on a fait pour les classifier? Donc, par rapport à la figure précédente, ça revient à se poser la question, comment est-ce qu'on a fait pour identifier ces 8 points de couleurs différentes? La deuxième question que l'on va se poser, c'est comment est-ce qu'on a fait pour mesurer les performances environnementales de ces 8 systèmes? Donc, comment est-ce qu'on a fait finalement pour les classer le long de cet axe horizontal? Et finalement, la troisième question porte sur la dimension économique. Comment a-t-on mesuré cet indicateur du revenu du travail familial pour classer les systèmes le long d'un axe vertical? Pour ce qui est donc de la classification, comme je le disais, on est parti d'un jeu de données contenant 290 exploitations laitières en région Wallonne, auquel on a appliqué 3 critères de classification. Alors, le premier concerne la taille des exploitations. Donc, on a ici considéré en fait que toute exploitation contenant plus de 69 vaches laitières était considérée comme une grande exploitation. À l'inverse, toute exploitation ayant moins de 69 vaches laitières était considérée comme une petite exploitation. Alors, pourquoi ce seuil de 69? Tout simplement parce qu'il s'agit de la médiane du jeu de données. Et donc, en appliquant ce critère-là, on divise notre jeu de données initial en 2 groupes. D'une part, un groupe rassemblant toutes les exploitations considérées de grande taille, et d'autre part, un groupe rassemblant les exploitations de petite taille. Alors, à ces 2 groupes, on a appliqué un deuxième critère de sélection, de classification, qui concerne la part des prairies dans les superficies de l'exploitation dédiées au cheptel laitier. Alors ici, à nouveau, on a utilisé comme seuil donc 92% qui correspond à la médiane de l'échantillon. Et donc, toute exploitation dans laquelle la part des prairies est supérieure à 92% des exploitations totales dédiées au cheptel laitier est considérée comme une exploitation herbagère. À l'inverse, une exploitation dans laquelle ce pourcentage est inférieur à 92% est considérée comme diversifiée. Et donc, concrètement, ça veut dire qu'à côté des prairies, cette exploitation va intégrer toute une série d'autres cultures et les dédier à son cheptel laitier. Et donc, ça nous permet d'une part de faire la distinction entre des systèmes herbagés et d'autre part des systèmes diversifiés. Et alors, le troisième critère de sélection concerne le chargement, le niveau de chargement, qui correspond en fait au nombre d'animaux par hectare de superficie fourragère, donc nombre d'animaux exprimé en unités de gros bétail ou UGB. Et ce critère donc, nous permet de faire une différence entre exploitation et système finalement à chargement élevé et système à chargement faible. Et donc, in fine, l'application de ces 3 critères nous donne une typologie des modes de production contenant 8 systèmes qu'on voit apparaître tout en bas de la figure. Alors, à gauche, on a donc 4 systèmes de grandes exploitations et à droite, on a 4 systèmes de petites exploitations qui peuvent être soit herbagés, donc en vert et en bleu, soit diversifiés en orange et en jaune. Et alors, on a également cette distinction entre chargement faible, qui correspond donc au système vert et orange, et chargement élevé, qui correspond au système bleu et jaune. Et donc, on voit que nos 290 exploitations de départ, qui constituaient donc notre jeu de données, sont réparties dans ces 8 systèmes. Alors, concrètement, à quoi ressemblent ces différents systèmes? Donc, ici, sur cette slide, on a une représentation graphique des superficies moyennes mobilisées par chacun des systèmes, ramenées à chaque vache laitière. Donc, on a en haut une ligne rassemblant les 4 systèmes de grandes exploitations, en bas les 4 systèmes rassemblant les systèmes de petites exploitations.
Alors, à gauche, on a un groupe de 4 systèmes herbagés et à droite, un groupe de 4 systèmes diversifiés. Et on voit bien ici que les systèmes diversifiés vont avoir tendance à intégrer toute une série d'autres cultures dans leur assolement, en plus des prairies permanentes, tandis que les systèmes herbagés vont, eux, avoir tendance à réellement miser sur une valorisation des prairies permanentes pour leur cheptel laitier. Et alors, une autre distinction que l'on peut faire en voyant cette figure concerne la taille des carrés, qui est en fait proportionnelle aux superficies totales mobilisées par chaque système. Et donc, on voit en fait ici la différence entre les systèmes à charge faible, qui vont être représentés par des carrés plus grands, parce qu'en fait, ils vont mobiliser plus de superficie par vache laitière. À l'inverse, les systèmes à charge élevée vont être représentés par des carrés plus petits, parce qu'ils vont mobiliser moins de superficie par vache laitière. Voilà donc pour l'identification et la classification de nos 8 systèmes laitiers. Pour ce qui est maintenant de la mesure de leur performance environnementale, on s'est attardé à calculer 9 indicateurs environnementaux qui sont relatifs à 5 catégories d'impact environnemental. Alors la première est l'empreinte carbone, qui est mesurée en kilos d'équivalent CO2 et qui est exprimée selon 2 indicateurs. L'un étant relatif à une unité de produit, à savoir les litres de lait, et l'autre étant relatif à une unité de superficie, à savoir les hectares. Le deuxième indicateur est l'impact sur la biodiversité, qui à nouveau est mesuré selon ce double indicateur, donc soit par unité de produit, soit par unité de superficie. Et cet indicateur est calculé au départ des superficies mobilisées par chaque système, qu'on a vu sur la figure précédente, et d'un facteur d'impact sur les écosystèmes relatif à chaque type d'occupation des sols. Donc, par exemple, une prairie va avoir un impact différent sur la biodiversité qu'une culture. La troisième catégorie d'impact concerne les émissions d'azote, à nouveau avec ce double indicateur par litre de lait ou par hectare, qui sont calculés au départ de facteurs d'émission qui sont spécifiques aux différents types d'animaux. Alors ici, on s'est focalisé uniquement sur les émissions directes des animaux. Tout ce qui est émissions plutôt indirectes, dont liées par exemple aux fertilisations, n'ont pas été prises en compte dans nos calculs. Alors la quatrième catégorie d'impact concerne l'utilisation de produits phytopharmaceutiques. À nouveau, on a ce double indicateur et elles ont également été calculées au départ des superficies et de l'utilisation moyenne de produits phyto pour chaque culture. Et alors le dernier indicateur concerne l'utilisation de soja, qui est exprimé donc en kilos de soja consommés par vache laitière et par an. Donc, pour chacune des exploitations et pour chacun des systèmes, au final, on a calculé les résultats pour chacun de ces 9 indicateurs et on a donc des résultats primaires, bruts, disons, pour chacun de ces indicateurs. Maintenant, l'idée, c'était de disposer d'un indicateur permettant d'agréger toutes ces différentes mesures et de dégager un score unique, spécifique à chaque système et reflétant l'impact environnemental de chacun des systèmes. Alors pour ce faire, on a attribué un score de 1 à 4 à chaque système et pour chaque indicateur en fonction du résultat de ce système par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Donc concrètement, qu'est-ce que cela donne? Donc on a ici nos 8 systèmes laitiers et nos 9 indicateurs environnementaux. Et on voit que pour chacun de ceux-ci, on a un score qui est compris entre 1 et 4 et qui dépend du résultat relatif de chaque système pour chaque indicateur par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Et alors, en sommant l'ensemble de ces scores individuels, on obtient un score global d'impact environnemental qui permet de classifier les systèmes les uns par rapport aux autres. On remarque, c'est ici que globalement, les systèmes herbagés présentent l'impact environnemental le plus faible, sont les plus avantageux du point de vue environnemental, en particulier les systèmes herbagés à chargement faible. À l'inverse, les systèmes diversifiés à chargement élevé sont ceux qui présentent l'impact environnemental le plus important. Voilà donc pour la dimension environnementale et enfin, on en arrive à la dimension économique. Donc, on a vu que celle-ci était principalement étudiée par un indicateur qui était donc le revenu du travail familial. Alors celui-ci correspond en fait à la différence
entre l'ensemble des produits d'exploitation et l'ensemble des charges d'exploitation. Et cet indicateur est exprimé en euros par unité de travail familial. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on retrouve dans ces produits et dans ces charges d'exploitation, qui sont donc également exprimés en euros par UTF? On retrouve d'une part, du côté des produits, tout ce qui est lié aux productions de lait et de viande bovine, ainsi que tout ce qu'on a considéré, tout ce qu'on a appelé autres produits, en gris clair, qui découlent par exemple de cultures de vente éventuelles. Et enfin, on a également tout ce qui est relatif aux aides et subsides perçus par les exploitations. Donc ces quatre éléments constituent les produits d'exploitation. Et à côté de ça, les charges sont constituées tout d'abord par les charges opérationnelles, qui sont toutes les charges directement liées aux activités de production. Par exemple, ça inclut tout ce qui est frais vétérinaires, achat d'engrais, d'aliments, etc. On a en deuxième lieu les charges de structure, qui vont plutôt être liées à tout ce qui est charges en eau, électricité, tout ce qui est fermage payé par les agriculteurs, etc. Et puis en jaune, on a donc les charges financières qui regroupent tout ce qui est remboursement d'emprunts et amortissement éventuel de matériel et de machines, par exemple. Et donc, pour chaque exploitation et pour chaque système, on a calculé cet indicateur du revenu du travail familial. Qu'est-ce que cela donne donc pour nos 8 systèmes laitiers? Donc, on a ici le résultat pour chacun de ces systèmes. Alors, la première chose que l'on peut observer en voyant cette figure, c'est que le revenu du travail familial, d'un système à l'autre, il va varier d'environ 15 000 euros par UTF à maximum 35 000 euros par UTF, donc en moyenne pour les différents systèmes. Donc, on voit qu'effectivement, ces systèmes vont présenter des niveaux de revenus qui sont variables d'un système à l'autre. Par contre, on remarque également qu'il y a une très grande variabilité intrasystème. Donc, comme on le voit sur les barres d'erreur, les écarts types sont très importants. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au sein de chaque système, on va retrouver des exploitations qui vont pouvoir présenter des niveaux de revenus assez élevés, mais on va également pouvoir retrouver des exploitations présenter des niveaux de revenus plus faibles. Et donc, in fine, il semble que les systèmes présentent des niveaux de revenus qui sont globalement similaires et qu'il n'est donc pas possible d'affirmer que tel ou tel système présente un niveau de revenu plus important que les autres. Par contre, ce que les résultats montrent également, c'est que malgré ces niveaux de revenus globalement assez similaires, on retrouve tout de même des structures de produits et de charges qui peuvent être fort différentes d'un système à l'autre. Donc, si on regarde ici les 4 systèmes à gauche, donc qui correspondent aux 4 systèmes de grandes exploitations, on remarque que celui qui se retrouve le plus à droite va avoir tendance à maximiser ses produits. Donc, c'est ce qui est représenté par la double flèche vers le haut. Donc, ça veut dire qu'il va également faire face à des charges très importantes, mais pour dégager un revenu satisfaisant, disons, il va avoir pour stratégie de maximiser sa production, en particulier sa production de lait. À l'inverse, le système tout à gauche, lui, va dégager moins de produits, mais pour dégager un niveau de revenu qui, in fine, est similaire à ceux des autres systèmes, il va adopter comme stratégie de minimiser ses charges. Alors, on voit ça au niveau des systèmes de grandes exploitations, et on voit aussi assez nettement que parmi les systèmes de petites exploitations, ils vont tous avoir tendance à dégager globalement moins de produits et également faire face à moins de charges, mais qu'au final, ça ne va pas forcément les empêcher de dégager un niveau de revenu qui soit inférieur ou supérieur à ceux des autres systèmes. Donc, voilà globalement les résultats pour les systèmes laitiers. On va donc maintenant passer au système allaitant-naisseur. Et on va suivre finalement exactement le même canevas. Donc, on va commencer par s'intéresser à cette question finale qui est de voir quelle est la combinaison des performances environnementales et économiques des systèmes allaitant-naisseurs identifiés dans le cadre de cette étude. Alors, dans le cas des systèmes allaitants, on a non pas 8 systèmes, mais 6 que l'on retrouve donc ici sur ce graphique. À nouveau, ils sont classés le long d'un axe horizontal qui représente le score d'impact environnemental.
plus celui-ci est faible. Pour rappel, plus l'impact environnemental du système est faible également. Et donc, l'idée, c'est que les systèmes les plus vertueux se retrouvent à droite du graphique. Alors, à nouveau, on va expliquer plus en détail comment on a classifié ces systèmes, mais ce qu'on voit ici, c'est que les 2 ou 3 systèmes les plus avantageux du point de vue environnemental, qui sont donc les boules roses, disons, bleues et vert clair, correspondent à des systèmes travaillant avec des races françaises pour les 2 premiers systèmes, et un système travaillant avec la race blanc-bleu belge de façon herbagée et à faible chargement. Alors, si, de nouveau, on projette ces résultats sur le long d'un axe économique, on arrive en fait à la même conclusion, qui est de dire que finalement, ces systèmes qui présentent les meilleures performances environnementales présentent des performances économiques qui sont tout aussi bonnes, ou en tout cas comparables à celles des autres systèmes. Donc, globalement, on peut dire que les systèmes français ainsi que le système blanc-bleu-belge herbagé à faible chargement présente une meilleure combinaison, un meilleur compromis quelque part entre performance environnementale et économique. Donc, au départ de ce schéma, on va de nouveau se poser les mêmes 3 questions. La première étant de savoir comment on a classifié, comment est-ce qu'on a identifié ces 6 systèmes. Donc, dans ce cas-ci, on est parti dans notre jeu de données spécifique à des exploitations allaitantes naisseurs, auxquelles on a de nouveau appliqué 3 critères de classification. Le premier étant relatif cette fois-ci à la race avec laquelle travaillent les exploitations. Et ici, on a fait la distinction entre exploitation travaillant avec la race blanc-bleu belge d'une part et exploitation travaillant avec les races françaises. Donc, on a divisé notre jeu de données selon ces 2 grands groupes, auxquels on a appliqué 2 autres critères qui sont en fait tout à fait comparables, en fait les mêmes que ceux qu'on a utilisés dans le cas des systèmes laitiers, et qui permettent donc d'une part de faire la distinction entre système herbagé et système diversifié sur base de la part des prairies. Et par rapport au 3e critère, on a regardé le chargement de chaque exploitation, donc en UGB par hectare de superficie fourragère, ce qui nous a donc permis de faire la distinction entre système à charge faible et système à charge élevée. Donc, à nouveau, cette classification nous amène à une typologie contenant 8 systèmes, si ce n'est qu'ici, il y a 2 systèmes que vous voyez qui apparaissent en grisé et qui n'ont donc pas été repris dans les analyses. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on y retrouvait trop peu d'exploitation que pour pouvoir en tirer des conclusions assez robustes. Et donc, on a en fait une typologie contenant 6 systèmes, donc 4 systèmes blanc-bleu-belge, de type blanc-bleu-belge, qui peuvent être soit herbagés en vert, soit diversifiés en jaune, avec à nouveau cette distinction entre chargement faible et chargement élevé. Et puis 2 systèmes qui vont travailler avec des races françaises, qui peuvent être soit herbagés, soit diversifiés, et qui vont tous 2, dans ce cas-ci, être à chargement faible. Alors concrètement, à nouveau, pour visualiser un peu à quoi ressemblent ces systèmes, on a ici une représentation des superficies moyennes mobilisées par chaque système et donc ramenées à la vache allaitante, avec en haut la ligne regroupant les 4 systèmes blanc-bleu et en bas la ligne regroupant les 2 systèmes travaillant avec des races françaises. À nouveau, à gauche, on a le groupe de 3 systèmes herbagés et à droite, le groupe rassemblant les 3 systèmes diversifiés. Et on voit à nouveau que ceux-ci vont avoir tendance à intégrer d'autres cultures dans le rassolement, dans les cultures qui vont dédier à leur cheptel allaitant, là où les systèmes herbagés vont, eux, plutôt miser sur une valorisation des prairies permanentes. Et à nouveau, on a cette distinction entre systèmes à charge élevée, qui vont mobiliser moins de superficie par vache, donc ce qui se traduit visuellement par des carrés plus petits, et les systèmes à charge faible qui vont, eux, mobiliser plus de superficie par vache, ce qui se traduit donc par des carrés plus grands en termes de superficie. Voilà donc pour la première question, celle de la classification des systèmes. Pour ce qui est de la dimension environnementale, on a adopté tout à fait la même méthodologie que ce que l'on a fait pour les systèmes laitiers. On s'est donc intéressé à 9 indicateurs.
que l'on a donc agrégé en attribuant un score de 1 à 4 à chaque système et pour chaque indicateur en fonction du résultat relatif de ce système par rapport à l'ensemble de l'échantillon. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est ce qu'on avait déjà vu finalement sur la première slide de résultats pour les systèmes allaitants, c'est que les deux systèmes français ainsi que le système blanc-bleu-belge herbagé à chargement faible sont ceux qui présentent l'impact environnemental le plus faible. À l'inverse, le système blanc-bleu-belge diversifié à chargement élevé présente l'impact environnemental le plus élevé parmi les 6 systèmes analysés ici. Et pour ce qui est des performances économiques, enfin, donc à nouveau, on s'est intéressé au même indicateur qui est le revenu du travail familial, exprimé en euros par unité de travail familial. Alors la première chose à remarquer ici, c'est que pour les systèmes allaitants, cet indicateur est nettement plus faible en comparaison au système laitier, puisqu'il est compris en moyenne pour les systèmes entre 3 000 € par UTF et plus ou moins 15 000 € par UTF. Donc c'est plus ou moins la moitié de ce qu'on avait en moyenne pour les systèmes laitiers. Alors ici, à nouveau, on voit que en moyenne, les systèmes présentent bien des niveaux du revenu qui sont variables, mais à nouveau, on voit qu'au sein de chaque système, il y a une très grande variabilité intra-système, avec des exploitations qui peuvent donc, au sein d'un même système, présenter des niveaux de revenus assez satisfaisants, et au sein du même système, des exploitations pouvant présenter des niveaux de revenus beaucoup plus faibles. Et donc, on en arrive en fait un peu au même constat, à savoir qu'il est difficile de dégager un système qui présente un niveau de revenu plus élevé ou moins élevé parmi ces 6 systèmes allaitants. Par contre, ce qu'on avait remarqué pour les systèmes laitiers est également valable ici, à savoir que les stratégies de rémunération ou les structures de produits et de charges peuvent être fort différentes d'un système à l'autre. Et donc, on voit par exemple ici 2 systèmes qui vont à nouveau avoir tendance à maximiser leurs produits. C'est les 2 systèmes avec les petites flèches vers le haut de nouveau. Donc, on retrouve notamment le système blanc-bleu-belge diversifié à charge élevée, ainsi que le système français diversifié à charge faible, qui vont également devoir faire face à des charges plus importantes. Et ce qui est intéressant de noter par rapport à ces 2 systèmes, également, c'est que là où le système blanc-bleu-belge va miser sur une maximisation des produits viandeux, donc en gris foncé, disons, pour assurer ces niveaux de produits élevés, le système français diversifié à charge faible, donc, va lui bénéficier d'aides et subsides importantes pour assurer ce niveau de produits élevé. Donc, au sein de ces 2 systèmes qui finalement adoptent, entre guillemets, la même stratégie de maximisation des produits, on a encore des stratégies qui peuvent quand même être différentes. Et alors, à l'inverse, on a d'autres systèmes mais qui vont avoir tendance à miser sur une minimisation des charges pour dégager un niveau de revenu qui, finalement, comme on l'a déjà dit, n'est pas forcément significativement différent de ceux des autres systèmes. Donc, voilà pour les résultats concernant les systèmes allaitants. Donc, on a fait le tour des principaux résultats qui ont émergé de cette étude. Et donc, pour conclure brièvement, ce qu'on peut dire, c'est que l'étude a permis de montrer, ou de confirmer plutôt, qu'il y a bel et bien une diversité de systèmes, tant au niveau des filières laitières que de la filière allaitante naisseur, wallonne donc, que cette diversité, on l'observe au niveau structurel, puisqu'on a vu que certains systèmes, certaines exploitations vont par exemple être de type herbagère, tandis que d'autres vont être de type diversifié. Certaines vont choisir de travailler avec un chargement plus important que d'autres, de travailler avec certaines races plutôt que d'autres, etc. Et que cette diversité structurelle va se refléter au niveau environnemental, puisqu'on a bien vu que ces différents systèmes présentent des résultats environnementaux qui sont fort variables. Et enfin, au niveau économique, on a pu observer qu'il y a bien des stratégies différentes qui peuvent être observées pour les différents systèmes, malgré des niveaux de revenus qui, globalement, sont peut-être pas similaires, mais en tout cas ne sont pas significativement différents. Après, toute une question que l'on n'a pas abordée ici et qui sera sans doute abordée dans le cadre du débat qui va suivre, c'est la question de est-ce que ces niveaux de revenus sont-ils bien rémunérateurs pour les exploitations et les agriculteurs? Donc, globalement, pour conclure,
ce qu'on peut dire, c'est que les systèmes présentant les meilleurs résultats environnementaux, donc grosso modo, il s'agit des systèmes herbagés à faible chargement, obtiennent en moyenne des résultats économiques qui sont comparables aux autres systèmes. Donc, voilà pour les résultats de cette étude. Merci beaucoup pour votre attention. Ok, ben, je vais. Merci beaucoup pour toutes vos questions. On en prend bien note et on va répondre après les interventions des différents panélistes. Comme ça, tu pourras aussi consulter les questions qui sont arrivées entre-temps. Oui, merci. Et donc, à travers l'exemple des laitiers et des éleveurs bovins, l'étude de l'UCL a démontré qu'il est possible de créer des revenus pour les agriculteurs, ou en tout cas le même revenu pour les agriculteurs en préservant l'environnement. Et donc, il semble que l'enjeu n'est pas toujours de produire plus, mais de produire mieux. Et donc, en même temps, pour l'agriculteur, l'équation est souvent très compliquée et très complexe entre les enjeux environnementaux, les attentes sociétales et aussi les impératifs économiques des courts et moyens termes. Donc, on a invité maintenant 3 intervenants du monde agricole pour discuter des 2 principales questions sur, selon vous, selon eux, quel levier faut-il activer pour réconcilier au mieux les différents enjeux donc environnementaux et économiques, et de l'autre côté aussi de voir s'il y a un rôle de la politique agricole commune qui est dont la réforme est actuellement en cours, et d'identifier quel pourrait être ce rôle dans une éventuelle transition. Voilà, merci. Philippe, on est trouvé là. Oui, mais là où moi j'étais. Il faut que tu coupes le partage. Oui. Il faut que tu coupes le partage, parce que sinon on voit toujours si Ah, bon. Ah oui, le partage d'écran. Oui. Je peux me faire. Non. Voilà. Voilà. Alors, on s'installe comment et on s'organise quand? Le soir. Et dans quel ordre? Ok, merci pour l'accueil. Merci Philippe pour la technique et les réglages. Alors, donc je m'appelle Luc Fallis, je suis agriculteur éleveur et je suis ici en tant que porte-parole d'un syndicat qui s'appelle la FUGEA. Et je dirais d'emblée que les résultats de cette étude, c'est une excellente nouvelle pour un syndicat qui prône l'autonomie et la valorisation des herbages. Cette étude confirme ce que beaucoup constatent sur leurs exploitations ou ressentent sur le terrain, d'où l'intérêt d'objectiver et de chiffrer sur base de comptabilité officielle d'un grand nombre d'exploitations, ce qui donne du crédit à ces chiffres. Et donc, la conclusion cadre bien avec ce qu'on pense au niveau du syndicat FUGEA, c'est-à-dire qu'il est tout à fait possible d'avoir dans nos exploitations de production bovin des performances économiques et des performances environnementales qui vont de pair, pour autant que ces exploitations qui élèvent des ruminants soient basées sur l'herbe et des charges relativement raisonnables. Alors, on peut, je pense, par rapport aux résultats intéressants de cette étude, parler de désintensification. Et on constate dans pas mal d'exploitations qui ont un peu fait évoluer leur système ces dernières années, et c'est ces exploitations qu'on prend comme modèle à la FUGEA, on peut parler d'un retour de la marge grâce à cette désintensification, a fortiori en élevage bovin. Alors, pourquoi en est-on arrivé à ce résultat-là?
Donc cette désintensification, on pourrait presque la mettre en parallèle avec le terme décroissance qui, à notre sens, n'est pas un gros mot, loin de là. Et cette décroissance qu'on prône dans beaucoup de secteurs d'activité de notre société, on pense qu'elle est plus facile à mettre en place encore en agriculture. Pourquoi? Eh bien parce que cette décroissance, elle peut aller de pair en agriculture avec la diminution des intrants dont notre modèle économique a besoin. Et cette diminution des intrants, on peut y arriver en agriculture plus facilement grâce à la valorisation, plus facilement que dans d'autres secteurs d'économie, grâce à la valorisation des services écosystémiques et d'une remise en avant de l'agronomie. Quelques exemples. Pendant ces dernières décennies, on a remplacé l'intérêt des légumineuses par les engrais azotés. On a remplacé l'action des auxiliaires, les insectes qui sont si utiles dans nos cultures, par des insecticides. On a remplacé la résistance de nos plantes, de nos cultures aux maladies par l'utilisation de fongicides ou autres pesticides. On a oublié ou on a remplacé tous les avantages agronomiques de la rotation par notamment l'utilisation des herbicides. Donc tout ça pour dire que la diminution des intrants en agriculture, elle est possible grâce à l'utilisation de ce que la nature met à notre disposition. Et c'est en élevage bovin qu'on peut le valoriser le plus facilement, d'où ce message qu'on prône au niveau de la FUGEA en faveur de l'autonomie de nos élevages. Alors, accepter cette diminution de la productivité, on le voit dans le résultat de l'étude, ça implique de diminuer la charge à l'hectare et ça implique parfois de changer de race également. Je vais y revenir par après. Et un des messages qui va avec les résultats de cette étude, un des messages de notre syndicat, c'est de dire que cette désintensification ne signifie pas agriculture bio obligatoirement, elle peut être au bénéfice de tous les modèles d'agriculture. Alors, autre aspect positif de cette désintensification, donc pas uniquement les aspects économiques et les aspects environnementaux, mais également ça peut nous apporter une meilleure résilience par rapport au changement climatique. C'est un petit peu technique, mais si on étudie la faisabilité de cette autonomie, on se rend compte que ça va aller de pair avec l'utilisation de plus de légumineuses, de plus de prairies permanentes et de prairies temporaires. On parle de production bovine à l'herbe. Et par chance, ces cultures de légumineuses et ces prairies résistent mieux, en tout cas les prairies temporaires basées sur des légumineuses, on observe qu'elles résistent mieux à la sécheresse et au changement climatique. Et d'autre part, la diminution de la charge de bétail à l'hectare sur les pâturages permet également une meilleure résilience par rapport aux épisodes de sécheresse et aussi aux épisodes très humides. Alors, la première question à laquelle vous nous avez demandé de répondre, c'est les leviers et les freins par rapport aux évolutions pour remettre d'accord l'agriculture avec les aspects économiques et environnementaux. Ben, le premier levier, c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui. Je pense que c'est évidemment le travail des universités et autres centres de recherche qui peuvent aller voir sur le terrain et dans les comptabilités et de manière scientifique les différents modèles, les analyser et nous dire ceux qui répondent le mieux aux défis sociétaux ou environnementaux. Un autre levier, c'est l'enseignement agricole. Il a souvent été critiqué pour un certain excès de conservatisme, mais pour avoir enseigné en haute école, je peux dire que les choses évoluent dans la bonne direction. Un autre levier, c'est les syndicats, pour autant qu'ils soient progressistes. Alors un syndicat agricole, de notre point de vue, doit être capable de former ses membres et c'est ce que nous faisons par le biais de ce concept d'autonomie. Former, mais aussi informer, donc relayer les informations. Et cette étude est un bon point de départ pour informer les membres, pour
pour leur ouvrir les yeux parfois. Et j'en arrive au troisième rôle de nos syndicats, c'est de savoir parfois aussi dénoncer des pratiques ou des évolutions qui ne vont pas dans le bon sens. Dernier levier fondamental, c'est la communication. Encore une fois, le centre d'études Citra travaille dans le bon sens pour nous offrir un support de communication. Évidemment, nos syndicats doivent convaincre leurs membres et relayer ce qui se passe sur le terrain, et si possible de manière chiffrée et de manière concrète. Alors, il faut quand même remarquer que les choses changent dans nos campagnes. Donc, je serais curieux de savoir l'historique des exploitations qui ressortent comme les plus performantes au niveau économique et environnemental. Est-ce que ces exploitations, il y a 10 ans, étaient déjà telles que maintenant? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont évolué à cause, ou plutôt grâce aux difficultés économiques rencontrées. Donc, ça fait bouger les lignes. J'en viens à parler des freins. Quels sont les freins? Quels ont été les freins jusque maintenant? Je pense que le conseil agricole dépendant, qu'on a vu très largement organisé par les firmes qui vendaient les intrants, est responsable de certaines situations, donc de cette utilisation parfois abusive des intrants, de cette intensification de l'agriculture. C'est clair que quand le marchand d'aliments et le conseiller, ou le marchand de phyto et le conseiller, ça ne va pas aider l'agriculture à évoluer dans une utilisation de moins d'intrants. Un autre frein, c'est la race. Quand vous êtes, on parle dans l'étude de la race blanc-bleu belge, on n'a pas mis le doigt sur la race Holstein dans laitier, mais je pense que les exploitations qui se sont investies dans ces races-là vont avoir beaucoup plus de mal à évoluer, puisque c'est des races qui ont été sélectionnées pour un management intensif. Donc, ce sera un peu compliqué de faire marche arrière. Si, en plus, ces éleveurs ont inscrit leur bétail au sein du Herdbook, ce sera très difficile pour eux de changer de race, puisqu'ils vont perdre, en quelque sorte, des années de sélection et d'inscription. Un frein, c'est certainement un frein psychologique. On sait que dans l'agriculture, mais je pense dans beaucoup de secteurs de la société, on a une certaine culture du rendement et du chiffre. Donc, c'est toujours difficile de faire marche arrière dans ce sens-là. Autre frein, c'est les investissements lourds qui ont été consentis par les agriculteurs. Parfois, en tout cas ces 20 dernières années, suivant le conseil des banquiers, qui avaient généralement plutôt le réflexe de pousser les gens à l'agrandissement, à l'investissement et à l'intensification, plutôt que de les pousser vers la diversification. Voilà pour les freins et les leviers. Alors, j'espère que je ne suis pas trop long. Pardon? 1 minute. Alors, on va traiter la PAC sur 1 minute. Ça, c'est le plus grand des challenges. Faut remarquer quand même sur l'étude que le niveau du revenu, s'il n'y a pas d'aide ni de subvention, ben, il est très très proche de zéro. Donc il faut être conscient de ça dans les recommandations qu'on donne. Une agriculture aujourd'hui sans les aides, ben, il n'y a pas d'agriculture, surtout dans la partie production de viande. Donc, il faut être bien lucide sur le fait que si on ne continue pas à soutenir la production de viande par les aides, il n'y aura plus d'élevage viandeux et ce sera très défavorable à l'environnement. On perdra beaucoup de pâturage et on le voit bien dans cette étude, ça n'ira pas dans le sens au niveau environnement. Alors, au niveau des aspects techniques, à la FUGEA, on prône le maintien à tout prix de la prime couplée. Donc, c'est la prime qui vient en aide à l'élevage allaitant. On souhaite qu'elle soit réformée avec un plafond ou un niveau de charge à l'hectare maximum. Ça vient bien dans le thème de l'étude pour diminuer la charge à l'hectare ou en tout cas ne pas favoriser les très gros troupeaux sur des surfaces trop petites. Alors, une remarque sur la prime à l'herbe, il faut bien se rendre compte que si
comme pas mal de gens veulent le faire, on veut remplacer cette prime vache allaitante, ou qu'on appelle maintenant prime couplée, par une prime à l'herbe, le budget qui va actuellement à l'élevage allaitant va être déplacé vers, en tout cas en partie, vers les éleveurs laitiers, et ce sera contre-productif pour aider l'élevage allaitant. Alors, autre aspect au niveau de ce que la politique agricole commune peut faire pour cette problématique d'élevage et d'environnement, ce sera via la conditionnalité, le verdissement ou les écoschèmes, donc toute une série de mesures relativement nouvelles que la Commission veut imposer à la politique agricole commune. C'est en discussion, donc on ne sait pas encore exactement dans quelle direction ça ira, mais en tout cas, ce que nous prônons à la FUGEA, c'est qu'on aille sur des mesures surfaciques capables d'orienter les pratiques des agriculteurs, donc pas se contenter de rajouter des haies, des mares et des bosquets, mais conditionner l'octroi des primes PAC à des mesures qui sont appliquées sur la plus grande surface possible des exploitations. Quelques exemples, les éco-schemes pourraient être liés à une plus faible utilisation des intrants comme l'azote, le phosphore, sur les prairies, mais sur toute la ferme également. L'utilisation plus importante, voire généralisée, des légumineuses, en pur ou en mélange, la réduction du travail du sol, la généralisation des couverts d'interculture et le rallongement des rotations, et pourquoi pas sur la prairie temporaire. Donc un déplacement du budget PAC vers les hectares les plus vertueux de notre agriculture. Voilà, donc là, il faut bien se rendre compte que la PAC a façonné le modèle agricole qu'on connaît aujourd'hui, et donc ces problèmes peuvent être résolus, mais il faudra pour ça un refondement ambitieux et profond de cette PAC, mais qui tienne compte des spécificités de l'élevage et qui ne tue pas l'élevage. Voilà, je vais passer la parole à mon voisin Guy. De toute façon, si tu empiétais sur mon temps, je serais peut-être plus court. C'est peut-être pas plus mal. Voilà, donc je me présente. Moi, je suis donc agriculteur Guy Franck. J'habite à Deux-Acres. Et donc, j'ai 42 ans de métier. Et je milite toujours donc dans le secteur laitier. Et je vous remercie certainement de nous donner la parole. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une structure, on n'est pas une structure officielle reconnue pour la représentation des agriculteurs ici en Belgique. Mais on a vu le jour donc en 2007. Pourquoi? Parce qu'on est une organisation donc en Belgique, il y a le MIC et il y a le FNB en Flandre, et on appartient donc à l'European Milk Board, qui est une structure européenne où on est présent à 18 pays européens. Et d'emblée, je ne vous cache pas, c'est bien. Pourquoi? Parce qu'on est tous là-bas des électrons libres, sans pression, donc on a notre franc-parler. Et on appartient, voilà, on n'est vraiment que des paysans qui se rassemblent entre nous dans 18 pays européens. Et donc, d'emblée, vous allez vous rendre compte que dans mon discours, je suis très concret. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où on a été producteur de lait et qu'on se rend compte qu'on ne fait plus qu'une chose, c'est que le prix diminue, et que finalement, on se rend compte que l'Europe nous a mis dans une situation par rapport à la finalité des quotas, qu'on allait pouvoir, vers 2015, pouvoir produire beaucoup plus, et que ça allait avoir une opportunité vers la libre circulation des marchandises, et qu'on allait exporter notamment fortement vers la Chine. Donc ça allait être la porte ouverte et la pouleuse d'or pour beaucoup. Et donc, à partir de ce moment-là, on se rend bien compte que votre étude que vous avez faite au niveau de l'université, eh bien, elle va certainement aider des gens comme nous. Pourquoi? Parce que nous, on a toujours été très partisans d'une régulation de la production. On était même au début pour le maintien des quotas, mais à partir du moment où on libéralise la production, ben, on savait très bien qu'on allait arriver plus ou moins dans la situation qu'on est aujourd'hui. Et la situation qu'on est aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'on vient d'une production de 3,3 milliards sous quota, et aujourd'hui, on produit en Belgique 4,4 milliards plus 900 millions
plus 900 millions de litres de lait qui sont transformés. Donc, on est à 5,5 milliards aujourd'hui, alors que la consommation laitière diminue de 4% tous les ans. Alors, d'emblée, ben, moi, quand je regarde votre étude, ça veut dire quoi? Je le conçois comme un moyen de régulation de la production. Et ça, c'est super. Pourquoi? Parce que la vache, pour moi, ça reste un herbivore. Et donc, le fait qu'elle reste connectée avec la prairie, c'est le modèle naturel qu'on a toujours conçu et qu'on a toujours vu de nos parents, de nos arrière-grands-parents, et que s'il y a d'autres modèles qui se mettent en place, notamment même le non-pâturage, il n'y a pas de souci, on peut accepter ça, mais il y a aussi le lien que vous avez, et nous l'avons aussi, c'est cette communication qu'on peut avoir vers le consommateur. Et lui, on ne peut pas le tromper. Alors qu'aujourd'hui, il y a trop de choses, justement, qui sont en phase de pouvoir le duper. Et donc, si on a un lait qui n'est plus en connexion avec la pâture, eh bien, il faut pouvoir que le consommateur, quand il fait ses achats au magasin, puisse voir que c'est un lait qui vient peut-être d'une étape, caillebotilogette, où là, il paiera peut-être un prix moindre. Donc, c'est clair qu'on doit pouvoir laisser la porte ouverte à tous. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on nous demande aujourd'hui, par rapport à un plan stratégique de la nouvelle politique agricole commune, donc 2022-2027, c'est de se positionner par rapport à quoi? Par rapport au fait qu'on a un budget de 42% de la PAC qui sera alloué au climat et à l'environnement, et comment on va faire finalement faire monter en pression ces leviers, alors que quand on sait que l'Europe met un plan Green Deal en place, où on aura donc 50% de pesticides en moins, 50% d'antibiotiques en moins, et qu'on sera favorable à une production de 30% en plus en bio, mais moi j'ai dit chapeau, si on arrive déjà à mettre ça en place d'ici 2030, eh bien, je trouve que ce serait déjà une très très belle avancée au niveau de l'environnement et du climat. Mais j'ai bien peur justement que plus on avance, que tous ces lobbies là qui nous gouvernent finalement, ben, sont là aussi pour mettre des freins. Pourquoi? Parce que ce sera peut-être certainement une vente de pesticides, en moins d'antibiotiques et tout, et sont là et très très puissants. Donc, si on arrive déjà à mettre le plan du Green Deal européen en place, pour moi, ce sera déjà pas mal. Surtout que quand on regarde dans les faits, on a perdu 70% de nos exploitations sur 40 ans. Donc, j'estime, moi, à tout prix que notre combat, c'est aussi de garder une majorité des jeunes agriculteurs en place. Et pour ça, il faut pouvoir les aider. Et c'est certainement pas en ébauche de la Commission de nous proposer qu'un chef d'exploitation aujourd'hui devrait détenir 51% des parts d'une exploitation agricole et que peut-être à l'avenir, il serait moins formé. Moi, personnellement, je ne comprends pas trop parce que ce serait peut-être laisser l'opportunité, pourquoi pas, à des gars hyper forts financièrement de pouvoir aussi faire le métier d'agriculteur. Donc, à un moment donné, on doit pouvoir préserver aussi le métier d'agriculteur à nos jeunes. Ne pas non plus que ce soit humainement possible aussi de faire le métier. Pourquoi? Parce que de plus en plus, ils doivent embrasser des emprunts colossaux et en plus du travail colossal aussi, parce que de plus en plus, on se demande à se développer, c'est toujours se développer, toujours produire plus et produire plus, que finalement, il y a un respect de l'homme humain à respecter. Et pourquoi pas ne pas avoir, mettons, un nombre d'hectares ou bien un nombre de vaches laitières par unité de travail qui travaille sur l'exploitation. Je trouverais ça pas mal aussi. Alors, dans l'ensemble, si on veut sortir aussi un peu hors de cadre laitier, ce qu'on peut aussi encourager, ce sont certainement les agriculteurs qui appliquent aujourd'hui le non-labour. Pourquoi? Parce que c'est vrai que ça peut être un apport aussi au niveau du climat. Ce sont quoi? Ce sont les TCS, donc les techniques culture simplifiées. Je crois qu'on n'aborde pas non plus dans ce sens-là assez. On reste toujours sur un modèle qu'on a appris aussi de nos parents, de nos arrière-grands-parents. C'est peut-être toujours ce labour aussi. Or, toujours labourer, c'est néfaste aussi pour les problèmes d'érosion. Donc tout ça au niveau et à la veille de 2030, je crois qu'on doit en prendre ça en considération également. Et ce qui est hyper important pour moi en tant qu'agriculteur aujourd'hui, c'est de voir la connexion qu'on peut avoir avec le consommateur.
Et moi, j'estime qu'aujourd'hui, eh bien, il doit pouvoir aussi se fédérer à nous parce que l'agriculteur doit certainement produire ce que la société nous demande. Et finalement, cette fédération qu'on peut avoir entre nous doit déterminer les fondamentaux de ce qu'on doit produire demain. Et ça, c'est un challenge que je crois que voilà, ça peut aller dans ce sens-là. Et l'étude que vous avez faite aujourd'hui au niveau universitaire, eh bien, je crois qu'elle aura un impact très important, mais certainement pas pour les gens qui prônent encore un productivisme et des volumes de production. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la représentation agricole de ce pays est encore dans ce modèle-là. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent tous au COPA-COGECA, je n'ai pas peur de le dire. Et ça, au niveau européen, c'est 178 organisations qui nous guident dans un modèle où on nous montre qu'on veut encore peut-être défendre la petite exploitation agricole, mais en même temps, on est en train de mettre la ferme-usine en place. Et ça, je le déplore vraiment. Merci. On paye tout de suite. Alors, bonjour à tous. Donc moi je me présente, Marc-André Hénin. Donc moi je suis producteur laitier en bio dans la région de Bourrin. Alors pas dans le fond de Famenne où c'est des bonnes terres, mais plutôt sur les terres à cailloux. Donc on a à peu près 10 cm de terre arable. Et donc sur notre ferme, on est à 160 bêtes, on produit entre 400 et 500 000 litres de lait. Et on travaille à peu près 125 hectares. On avait 145 l'année passée, on vient d'en perdre 20, mais enfin on fait encore 125 hectares. Et on est en bio depuis 2009. Alors là, généralement, quand je dis ces chiffres-là, ben, on rentre dans la catégorie bio-intensif. Et en plus, on a un troupeau qui est majoritairement avec des Holstein, alors ça achève de nous intégrer dans la case bio-intensif. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est présenter les mêmes chiffres, mais d'une autre façon. Donc en fait, sur la ferme, nous, on travaille à 4. Donc, on est 4 personnes et quand on ramène ça à l'actif, en fait, on a 31 hectares par actif, on est à 110 000 litres par actif, 40 bovins par actif, soit 20 vaches laitières par actif. Et donc, tout de suite, on tempère un petit peu et j'aime bien montrer cette petite nuance dans la présentation des chiffres parce que je pense que c'est un des principaux problèmes qui bloquent beaucoup de l'évolution en agriculture, c'est les clichés et il y a énormément de clichés en agriculture. Et donc, il faut faire très attention. Ah oui, puis en même temps, ben, on a à peu près 8 km de haies et de bandes boisées. Alors, malheureusement, grâce à un programme informatique, il n'y en a que 3 km qui sont déclarés. Et on a à peu près 10% de notre surface qui est en haute valeur biologique, réserve naturelle, et ainsi de suite. Alors, ben, je pourrais dire encore beaucoup d'autres choses sur la ferme, mais ici, on m'a demandé de venir parler un petit peu des leviers d'action qui pourraient amener une réconciliation entre la production et l'environnement. Mais je pense qu'avant de parler de levier d'action, il faut parler d'un gros problème qu'il y a à l'heure d'aujourd'hui en agriculture qui empêche tous les leviers pour moi, empêche tous les leviers d'action qu'on pourrait mettre en place d'avoir un impact. Et j'ai envie de vous illustrer ce problème par un petit cours de cuisine. Alors, chez nous, on a des grands fans de glace et je vais vous montrer les ingrédients pour faire 2 types de glaces différentes. Voilà. Donc ici, c'est d'un côté les ingrédients pour faire ma première glace, donc c'est une poudre, et puis j'ai du lait. De l'autre côté, j'ai de nouveau du lait, j'ai de la crème, du sucre, des œufs et mes fruits pour faire ma glace. Alors, ben, la grosse différence, ben, déjà, elle se situe déjà au niveau de l'artisanat, mais ça, c'est un gros problème. C'est que maintenant, on met presque tout au niveau, dans le même tas de l'artisanat, il suffit de faire un bel emballage et tout rentre dedans. Et bien aujourd'hui, on peut faire de la glace, on met cette fameuse poudre, du lait dans une machine, et il y a la glace qui sort. En plus, c'est génial, on a tout le temps le même goût, une stabilité, c'est mou, une belle texture, les gens adorent. Ensuite, il y a l'autre réalité, ben, on travaille avec de la crème, du lait. Les fruits, ben, il faut bien choisir la maturité, il faut bien choisir ses œufs, on met le sucre, on travaille un bon moment, on observe. On arrive au même résultat, mais le savoir-faire, il est tout autre. Et actuellement, le gros problème, c'est que ces 2 glaces, elles peuvent se retrouver dans les rayons. Ah oui, pardon, excusez-moi, je voulais vous parler de la principale, c'est que les 2 laits, par exemple, ici, ils ont l'air d'être les mêmes. Ben, par exemple, ce lait-là, ben, ça, c'est un lait de vache qui ne sort jamais, où il y a une vingtaine d'ingrédients différents, on va mettre des patates, des pulpes, toutes sortes de trucs. Et par contre, ici, c'est des vaches qui passent 8 mois dehors, 24 heures sur 24, parce que ici, des fois, on parle de parcours enherbé, mais il ne faut pas être naïf, c'est 4 à 5 heures par jour, et la taille du parcours n'a pas d'importance.
Ici, on veille bien à ce que l'herbe représente 80 à 90% de la ration. Ensuite, le reste, c'est des céréales qui sont produites sur la ferme et on donne un petit complément de lin pour avoir des meilleurs acides gras. Alors, on parle du taux de protéines, taux de matière grasse. Il faut savoir que derrière, il y a la qualité, il y a la digestibilité de ces protéines et matières grasses qui varient énormément. Ensuite, même chose pour les œufs. Bon, là aussi, il y a des œufs, il ne faut pas l'oublier. Donc, dans cette petite poudre, on a la composition, on a du sucre, du lait écrémé en poudre, du dextrose, du glucose sec, de la poudre de lactosérum doux, de l'épaississant. Donc, l'épaississant, c'est le boire, le xathane. Au niveau des acidifiants, on a de l'acide citrique, des arômes, des émulsifiants. Alors ensuite, on a des mono et des diglycérides d'acide. Voilà. Donc ça, c'est nos deux glaces. Au final, on a à peu près la même composition, mais je pense que vous situez là où je veux en venir. C'est que le biais énorme, c'est que ces deux glaces, elles vont se retrouver dans une boîte. Et en plus, généralement, la boîte est bien plus belle ici, donc elle se vend mieux. C'est un peu le problème des petits produits. On va mettre la petite vache à Enfin, voilà, j'ai un peu caricaturé et j'ai fait exprès parce que je pense que tant qu'on n'arrivera pas dans le futur à permettre aux consommateurs d'être capables de faire la différence entre les deux, c'est un petit peu voué à l'échec parce que tout ce qu'on va mettre en place pour améliorer au niveau environnement et durabilité de la production, ils sont totalement biaisés parce qu'il n'y a aucune indication et aucune différenciation entre ces produits dans la distribution à l'heure actuelle. Et il ne faut pas se leurrer, même dans les fermes, même dans les produits locaux, on peut retrouver ce genre de glace dans les produits locaux. Il ne faut pas tout jeter, mais le problème, c'est qu'il n'y a à l'heure actuelle pas de possibilité de faire la différence. Et le jour où on pourra faire la différence entre le parcours et la durabilité de ces deux produits, on pourra peut-être un jour envisager de mettre des leviers qui vont avoir un réel impact. Et tant qu'on n'aura pas franchi cette première étape, je suis très pessimiste sur des possibilités de changement net et visible et plausible. Voilà. Sinon, après des leviers, on peut en parler, enfin, je peux en citer des dizaines. J'ai fait toute une liste, on pourra en discuter après dans les questions. Ensuite, on m'a demandé aussi de parler un petit peu de la PAC. Et je pense qu'au niveau de la PAC, il y a deux problèmes majeurs avant de pouvoir espérer que la PAC puisse avoir un impact significatif. C'est que si je prends l'exemple de ma ferme, c'est que les aides qui viennent de la PAC, ça représente à l'heure actuelle 10% de mon chiffre d'affaires. Et ce que je constate dans ma ferme, c'est que peu importe la trajectoire que prendra la PAC, je ne pourrai pas changer ma ferme du jour au lendemain. En plus, quand on sait que c'est pour 2023, je n'aurai jamais le temps de m'adapter. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accuser le coup, je vais peut-être perdre des aides et je vais faire avec. Et ça, je crois que c'est la réalité de la majorité des agriculteurs. Aujourd'hui, c'est que l'importance des aides au niveau du chiffre d'affaires, c'est devenu insignifiant. Et donc, en fait, ces aides-là, ce n'est pas elles qui vont décider le modèle agricole qu'on va mettre en place dans sa ferme. Il faut être réaliste. Je pense qu'à part pour une certaine catégorie, ce n'est plus les aides agricoles qui définissent le modèle agricole qu'on va mettre en place chez soi. Quand on prend les pommes de terre, les carottes, les légumes, n'importe quoi, les aides que l'agriculteur a à l'hectare par rapport au chiffre d'affaires de sa production, ce n'est pas ça qui va le décider. Oui, voilà. Mais par contre, il y a une réalité, c'est que si je perds ces 10%, je suis mal, parce qu'à la fin, ça fait quand même pas mal d'argent en moins pour les revenus. Mais donc voilà, donc c'est un petit peu, c'est contradictoire. J'ai absolument besoin de ces aides, mais par contre, ce n'est pas elles qui vont influencer ma manière de travailler. Et je pense que c'est un peu la majorité des agriculteurs qui produisent de la matière première à l'heure d'aujourd'hui. Et ensuite, l'autre gros problème au niveau de la PAC, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'on est en train de discuter du programme PAC 2023-2028. Alors, en fait, comme je l'ai dit, c'est demain. Et en agriculture, le temps de changer, de s'adapter, ça va déjà prendre plusieurs années, qu'on sera déjà à la PAC suivante sans savoir ce qu'il va y avoir dedans. Donc, en fait, le fait de discuter de 2023-2028 maintenant, ça n'a en soi aucune chance de réellement avoir un impact sur les agriculteurs. C'est juste qu'ils vont râler énormément en discussion. Moi, j'ai vécu la négociation de la précédente PAC dans un syndicat agricole. Et en fait, ça tire dans tous les sens. Et au final, le résultat, c'est un compromis. Et le compromis fait qu'on déplace légèrement le curseur dans un sens, légèrement dans l'autre. Et en soi, ça n'a rien révolutionné, alors que même au départ, tout le monde avait des grands idéaux. Et donc, j'ai envie de dire, pour changer ça, il faudrait arrêter de parler de 2023-2028. Il faudrait parler d'un objectif agricole en 2040, voire même 2050.
et avec une constante au niveau des décisions qui sont prises maintenant et qui vont aller jusqu'à 2050 avec une évolution progressive. Ensuite, ces aides, progressivement, elles devraient disparaître, on devrait arrêter de parler d'aide à l'hectare, arrêter d'aide vache allaitante. Il faudrait absolument partir vers des systèmes d'aide où on aide. Donc, bien sûr, avant, on a d'abord défini un cadre, on a bien balisé et on met des indicateurs clairs avec des objectifs clairs où on veut arriver. Et ces aides, pour moi, doivent basculer en moins 30 ans vers des aides à l'investissement et des investissements dans la transformation, la distribution, la logistique et à des outils de production. Et je crois que là, une fois qu'on sera là et qu'on aura un balisage clair, on pourra espérer que tous ces outils qu'on va mettre en place vont avoir un impact significatif. Mais tant qu'on continue avec du court-termisme comme on le fait maintenant, personnellement, je suis très pessimiste. Donc je pense que des idées, il y en a. Il faudrait juste un petit peu de courage, un petit peu de volonté et un petit peu de vision à long terme. Enfin voilà, je crois que j'ai un petit peu balisé. Ah oui. Et je pense qu'il ne faut pas... on se concentre à l'heure actuelle, c'est comment on va y arriver, c'est quel modèle on va favoriser. Et je pense que ce n'est pas réellement le modèle qu'on va favoriser qui va changer les choses, c'est plutôt le résultat. Et après, il y a mille et une façons d'arriver au résultat. Et ça, je trouve que c'est toute la beauté de notre métier, c'est notre savoir-faire en tant qu'agriculteur pour se débrouiller pour arriver à ces résultats. Et donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Mais, voilà, je crois que j'ai fait tout ce que j'avais envie de dire. J'espère qu'il y aura beaucoup de questions. Voilà. Merci. Merci. Moi, je propose de passer, donc, on a récolté les questions et je propose de recommencer par Anton, que tu peux, enfin, on a reçu beaucoup de questions, pour pas énormément de temps, mais on va commencer par les questions sur l'étude, où on essaiera de faire un choix peut-être sur les questions. Ok, oui. Oui, quelques-unes. Et puis, on va essayer de revenir. En tout cas, on a bien noté qui a posé les questions et on va revenir vers vous aussi par écrit pour répondre aux questions par la suite. Donc, Anton. Oui, alors, il y a deux questions qui sont des questions plus techniques, disons, sur la méthodologie de l'étude. Donc, il y a deux questions qui sont revenues plusieurs fois. La première concerne la construction de l'indicateur environnemental. Je vais prendre un exemple ici. Donc, la question était de dire, est-il cohérent de donner le même poids à tous les critères environnementaux, empreinte carbone, émissions d'azote, etc., au regard notamment des interactions entre ces différents indicateurs? Alors, c'est sûr que pour la construction de cet indicateur environnemental, ce score nous donne donc une valeur qui permet uniquement de comparer les systèmes les uns par rapport aux autres. Donc c'est un résultat tout à fait relatif et spécifique au cadre de cette étude, même spécifique aux deux filières. On ne peut pas comparer les résultats de la filière lait à ceux de la filière laitante. Alors pourquoi est-ce qu'on a décidé de tout de même le calculer? Donc effectivement, il donne le même poids à tous les indicateurs, alors que bon, en théorie, on n'a pas fait d'arbitrage voilà, on va privilégier les émissions d'azote ou l'utilisation de phyto, donc on les a tous mis sur le même pied d'égalité, justement pour pouvoir comparer de façon, disons, neutre tous ces systèmes, toutes ces exploitations. Après, comme je le disais, la majorité des indicateurs ont été dédoublés et qui sont exprimés soit par unité de produit, soit par unité de surface, enfin à chaque fois par unité de produit et par unité de surface. Et ça permettait en fait de ne pas avantager l'un système ou l'autre, sachant que les systèmes considérés comme étant plus intensifs, disons plus productifs, vont avoir tendance à avoir des meilleurs résultats quand ils sont exprimés par unité de produit. À l'inverse, les systèmes plus extensifs, donc qui vont mobiliser plus de surface, vont avoir tendance à être avantagés quand les résultats sont exprimés par unité de surface. Donc le fait d'inclure ces deux unités fonctionnelles, disons, a permis de mettre tous les systèmes sur le même pied d'égalité. Après, effectivement, voilà, les différents indicateurs ont le même poids et dans la réalité, c'est sûr qu'on peut considérer que, je cite tout à
kWh, l'aspect phyto est plus important ou moins important que les émissions d'azote, mais c'est quelque chose sur lequel on n'a pas fait d'arbitrage. Donc ça, c'était pour les indicateurs environnementaux. Et alors, la deuxième question concerne les résultats économiques et la grande variabilité qu'on a observée au sein de chacun des systèmes. Alors, la question était de voir si on a pu regarder quels facteurs expliquent cette variabilité et si on a pu identifier un facteur en particulier mais qui serait un bon explicatif ou un bon indicateur, un bon proxy, disons, pour cet indicateur de revenu. Alors malheureusement, on n'a pas pu identifier de mesures d'indicateurs clés. On a regardé beaucoup, on en a analysé beaucoup, mais on n'a pas identifié de combinaison d'indicateurs qui permettent réellement d'expliquer de façon claire et fiable vers quelle direction on va évoluer cet indicateur de revenu. Mais donc, par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que donc, il y a certaines exploitations qui reviennent d'année en année, puisque le jeu de données est réparti sur 4 années, et qu'il y a une grande variabilité interannuelle aussi d'une exploitation à l'autre. Donc, il y a vraiment toute une série de facteurs qui vont expliquer la variabilité de ce revenu, et donc d'une année à l'autre aussi, pour une même exploitation, il va y avoir des grandes variabilités. Donc voilà, malheureusement pour l'instant, on n'a pas encore réussi à expliquer cette variabilité. Donc voilà, je crois que c'était les deux questions qui sont revenues le plus souvent. Et comme Annika le disait, on peut revenir plus spécifiquement. Ou sinon, tu peux projeter des Ouais. questions pour que les autres aussi voient. C'est pour Hugues notamment. Quelle Tu question? descends un peu. Ouais. Ok, je commence. Oui. La première question, qu'est-ce qui freine les éleveurs à changer de système de production? Je pense que j'en ai parlé. Il y a le fait de la race dans certains cas qui peut être un gros frein. Il y a les investissements qui ont été consentis précédemment qui font qu'on ne change pas du jour au lendemain. Il y a les aspects psychologiques. C'est difficile de reconnaître qu'on est peut-être parti dans la mauvaise direction. Le gars qui a 500 vaches allaitantes à Bastogne sur 60 hectares de prairies, c'est un changement complet de la structure de son exploitation qui est difficile psychologiquement. Mais je pense que justement, lire le résultat de cette étude doit aider à changer et souvent c'est les difficultés économiques qui ont incité les gens à changer de modèle, parfois des difficultés aussi d'ordre sanitaire ou même des problèmes de santé, de burn-out, des choses comme ça. Voilà pour la première question. Deuxième question, si un éleveur souhaite passer à un système de production plus extensif, quels sont les principaux freins? C'est à peu près la même chose, je pense. Amortissement des investissements déjà effectués. Et effectivement, quand l'étable est là, c'est difficile de ne pas la remplir, même si parfois on pouvait prouver par A plus B que ce serait plus rentable de ne pas la remplir. C'est quand même très très compliqué, psychologiquement parlant. Arnaud Farinel, de Fourrage Mieux. Oui, je t'en prie. Non, j'arrive à lire. En vous écoutant parler de l'importance de la communication, de l'accompagnement des exploitations, de l'influence négative du conseil dépendant, mais également des freins psychologiques, ne pensez-vous pas que la valorisation des acteurs accompagnant les exploitants de manière neutre, c'est-à-dire se basant sur des essais et des suivis chiffrés, comme Fourrage Mieux par exemple, neutre et indépendant, comme les centres pilotes par exemple, est une des étapes primordiales pour l'évolution du secteur agricole? Bien entendu, il me semble des plus importants que la question environnementale soit également prise en compte de la même manière chiffrée, neutre et indépendant. Je suis tout à fait d'accord, donc ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une intervention. Et voilà, donc j'ai parlé dans les leviers de des universités et des centres de recherche.
une ASBL comme Fourrage Mieux, il y en a plein d'autres, ont évidemment tout à fait leur place. On peut parler de Protecto, on peut parler du CIPF, enfin il y en a tout plein. Donc tous ces acteurs-là sont indépendants puisque financés par les pouvoirs publics. Ok, on peut passer aux autres questions qui étaient rentrées. Il y a une question pour Guy. En lien avec le non-labour, ne pensez-vous pas que promouvoir cette pratique pourrait causer une augmentation des traitements phyto? À l'heure actuelle, la majorité des exploitants pratiquant le TSC utilisent beaucoup de produits phyto pour gérer leur environnement. Ben, par rapport à ça, même mon collègue, puisque bon, Hugues, c'est un voisin, donc il ne va pas me contredire, puisque les essais qu'on fait, c'est bien la vérité. Ben, il est possible aujourd'hui, justement, même en rotation principale, donc je vais parler ici de betterave, maïs ou quoi, ou après donc une couverture hivernale ou quoi, où on n'emploie même pas de glyphosate. On va avec un outil destructeur ou quoi, une machine à disque ou quoi, qui font, je vais dire, pour détruire les engrais verts. On laisse reposer, bien sûr, la nature, il ne faut pas se presser, il faut laisser sécher, et après, on peut très bien implanter une culture, justement, dans des engrais verts, un peu ce qui se fait déjà un peu au Brésil notamment, et pour vraiment bannir justement l'emploi de glyphosate. Donc adieu le Roundup, même en non-labour. C'est une manière, il faut l'explorer, il faut oser le faire, mais voilà, il faut avancer avec son temps, et c'est clair que on doit pouvoir employer, si on en emploie encore des pesticides, mais ça doit être vraiment employé en bonne connaissance de cause. Et voilà, mais on est les premiers concernés à savoir justement qu'on doit employer de moins en moins ces produits-là. Oui. Pour Marc-André, penses-tu qu'il est réellement possible d'éduquer les consommateurs aux différents types de produits? Au final, les ingrédients que tu cites sont sur les étiquettes et les informations sont présentes sur les sites Internet. Personnellement, je pense plutôt que l'on a trop d'informations sur les produits. Plutôt que l'éducation, ne faudrait-il pas que l'État favorise les produits durables et pénalise ceux qui ne le sont pas? N'est-il pas envisageable que la PAC n'aide pas uniquement les agriculteurs, mais également des acteurs en aval de la filière en subsidiant les commerces locaux qui utiliseraient des produits durables et locaux? Ça, je pense que c'est infinançable. Déjà, financer correctement la production durable, on le voit ici, ça montre déjà toutes ses limites. Parce que c'est des chiffres d'affaires qui seraient gigantesques pour que financer que l'agriculture soit durable et que ça ait un impact positif sur l'environnement, on arriverait sur des chiffres d'affaires qui seraient phénoménaux. Et donc, subsidier, c'est l'ORECA, les commerces, ainsi de suite, pour qu'ils les utilisent. Je pense que ça n'aurait pas un impact significatif. Ensuite, l'information, moi je ne parlais pas que de l'information de la composition en ingrédients. Ici, je parlais d'une autre. C'est pour ça que j'ai insisté sur les deux laits. Ces deux laits ont l'air exactement les mêmes. Sur l'étiquette, on va avoir la composition, ça va être lait, on va avoir le taux de protéines, on va avoir le taux de matière grasse. Alors bien sûr que ces informations-là ne servent à rien. Ce qui compte, c'est comment essayer de faire en sorte de favoriser un lait qui a une production durable. Si le consommateur ne sait pas qu'au niveau des laits, il y a des différences, c'est voué à l'échec. Ça n'a aucune chance d'aboutir. Enfin, ça n'a aucune chance d'aboutir à quelque chose, puisque le problème, ce n'est pas la composition du lait, c'est aussi la manière dont le produit est généré. C'est la même chose pour les céréales, c'est la même chose pour les légumes, c'est la même chose pour tout. Et ce n'est pas seulement la manière dont c'est produit, ça pourrait être quelques indicateurs. Actuellement, il y a le Nutri-Score, on aurait un Nutri-Score environnemental sur le côté. Et ce serait une habitude, et puis c'est progressivement imposer des limites. Donc, c'est-à-dire qu'on n'accepterait plus qu'une ferme n'ait aucune plus-value environnementale et que ça vienne progressivement. Et puis qu'on progressivement mette en place des filières qui soient vertueuses. Et c'est pour ça que c'est un travail qui est de longue haleine et qui prend du temps et qu'il ne faut pas se dire que ça va arriver demain. Mais si on n'essaye pas de le faire, à l'heure actuelle, il n'y a aucun indicateur à l'heure d'aujourd'hui qui sont positifs, alors que ça fait 10, 15 ans qu'on ne parle que de ça et qu'on a investi des sommes, on est à plusieurs centaines de millions d'euros d'investissement et on ne voit pas de changement. Donc, comment est-ce qu'on pourrait espérer, s'il n'y a pas une information correcte sur la base et qu'on ne fasse pas de différence entre un produit A et un produit B, comment est-ce qu'on pourrait espérer y arriver? Enfin, voilà, c'est la seule réponse que je veux.
Et j'ai juste envie de répondre, dans les clichés, personnellement, le sans-labour, moi je pratique le labour et je viens de participer à une étude avec le CRA. Et qu'est-ce qu'on a mis en évidence, c'est que malgré que je laboure, j'ai des taux de vie dans mon sol qui sont excellents. Donc même chose quand on dit les clichés, j'aime pas parce que généralement quand je dis que je laboure mes terres, tout de suite je suis pas bon par rapport à un qui fait du soi-disant sans labour. Et pourtant je suis au même niveau de qualité de vie dans le sol que ceux qui pratiquent du labour. Et donc j'ai envie de dire, avec le modèle de ferme que j'ai, avec les cailloux que j'ai, les machines qui permettent le sans labour, elles n'ont aucune chance de tenir le coup dans mes terres. Donc j'ai envie de dire, ne rangeons pas dans des catégories, dans des modes de production et visons des résultats. Et si je pouvais peut-être donner un complément d'information au niveau d'étiquetage des produits, parce que c'est clair que normalement au niveau européen, on devait connaître depuis fin avril 2020, on avait mis sur la table qu'on devait connaître justement l'origine des produits de la production. Or, il se fait que ça s'est remis en cause, c'est toujours le dernier transformateur qui a le droit de mettre l'origine du produit. Et ça, je trouve ça vraiment déplorable parce que finalement, le consommateur, face à un produit, il voit peut-être que le produit il a été transformé en Belgique, mais il ne connaît toujours pas l'origine première des produits. Et là, à ce niveau-là, on devrait vraiment faire un effort, même au niveau consommateur ou quoi, pour pouvoir connaître et remettre peut-être ça sur le grill au niveau européen, de dire arrêtez de nous leurrer, nous avons le droit de connaître l'origine de nos produits. Ok. Merci. Je continue avec, je propose de revenir à la dernière question qui a été posée et qui, c'est une question donc, pour le WWF. Et c'est sur le fait que la filière bovine est en crise depuis de nombreuses années. Et les niveaux de rentabilité présentés les confirment effectivement. Et actuellement, la prochaine PAC est en cours de négociation pour le WWF. Est-ce que la PAC est un levier important pour améliorer la rentabilité de l'élevage bovin ou bien d'œufs en Wallonie? Effectivement, on constate que la filière de la viande bovine et les résultats de l'étude effectuée le confirment à nouveau. Est très très faible. Donc, alors que pour les laitiers, on est autour de 25-30 000 euros par an, pour les viandeux, on est plutôt à 8 000, 10 000 euros par an par travailleur actif. Donc, c'est des revenus qui ne sont pas du tout viables sur le moyen long terme. Donc, ça montre que c'est vraiment une filière qui est à bout de souffle. Et pour nous, c'est les stratégies agricoles futures concernant ce secteur-là, pour nous, nous apparaissent comme des véritables choix politiques. Marc-André, tu as dit que les subsides n'en sont qu'un petit pourcentage de la rentabilité du revenu d'exploitation, ce qui est effectivement vrai pour le lait. Pour le secteur de la viande bovine, les subsides sont quand même encore très importants. Donc, j'ai touché jusqu'à 400% du revenu selon les données de l'économie agricole sur les dernières années. Donc, je conviens avec toi que il faut venir à des objectifs agricoles, il faut identifier des objectifs agricoles à long terme et à moyen long terme, et que c'est pas tout à travers la PAC qu'on peut y arriver. C'est pas seulement, et ça c'est pour nous en tant que VF, effectivement, pour nous la PAC est un levier pour arriver à un changement, à une transition de système. Et il s'agit en ce cas-là d'un choix politique, mais ce n'est pas le seul. Donc pour nous, il faut au niveau de la production accompagner la transition au niveau des exploitations bovines, et donc notamment orienter les subsides vers des modèles qui sont plus intéressants d'un point de vue environnemental et plus intéressants d'un point de vue aussi intéressant d'un point de vue économique, donc vers des modèles win-win, mais ce n'est pas la seule mesure politique pour le WWF. Donc pour le WWF, effectivement, et ça a été mentionné plusieurs fois, la création de filières et donc tout ce qui est l'amont et l'aval de la production est fondamental. Donc il faut qu'il y ait des structures qui puissent en fait valoriser les produits qui est issus d'une production plus durable. Et de l'autre côté, il faut valoriser, il y a un rôle pour les citoyens consommateurs aussi. Donc, il faut valoriser ces produits durables auprès des citoyens consommateurs. Pour l'instant, les prix aux consommateurs détiennent
pas toujours compte, on ne tient pas compte des impacts négatifs, mais aussi des impacts positifs de la production. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à distinguer un lait, un lait industriel ou un lait plus local. Et par contre, ça peut créer de réels incitants pour l'agriculteur. Donc pour nous, il y a vraiment les trois leviers. D'un côté, il y a la PAC, donc la transition au niveau de la production, il y a les filières et il y a les citoyens qui doivent aussi valoriser plus et où la valorisation peut être incitée au niveau politique à travers une politique de prix vérité qui permettent de mieux refléter l'ensemble des aspects économiques et intégrer les impacts environnementaux dans la production. Voilà. Donc, on en arrive à la fin de notre webinaire. Oui. Et je crois qu'il y avait encore une question d'une dame au niveau de la race blanc-bleu, et j'aimerais peut-être bien lui répondre si c'est possible. Je pense que c'est important. Voilà. Oui. Ben, il faut savoir qu'au fait que… on l'a lit la question peut-être comme ça. Okay. Donc, pourquoi ne pas avoir invité un éleveur de la race blanc-bleu belge, étant donné que vous la confrontez à d'autres races? Un témoignage de celui-ci aurait pu être plus complet vis-à-vis des intervenants. Ben, pour ma part, bon après je laisse peut-être lui un peu parler aussi, mais ce sera vite fait. Je vais dire qu'elle n'est certainement pas oubliée. Pourquoi? Parce qu'en corrélation certainement avec cette petite vache qui est le lait équitable, il faut savoir qu'aujourd'hui, les agriculteurs eux-mêmes, quand ils parlent justement qu'il faut peut-être avoir des initiatives qui viennent de la base, aujourd'hui on est en train de vouloir créer un Fair-Bell aussi dans la viande. Et ça, c'est vraiment un retour correct vers l'agriculteur, un prix équitable pour lui, puisque, vous savez bien, on a besoin de 6,23 € à partir du moment où on vend 1 kg de viande vers la grande distribution. Et c'est vrai que ça a fait l'objet au début de savoir justement quelle viande on allait commercialiser au début, bien que tous les éleveurs de toutes races confondues sont les bienvenus à faire partie de la coopérative. Mais on va d'abord se plonger à commercialiser justement la viande, notre race nationale du blanc-bleu belge. Pourquoi? On va d'abord prendre que des femelles, d'abord qui sont âgées de 46 mois minimum à 60 mois, donc ce sont des bêtes adultes femelles, et on va peut-être aller vers un challenge de pouvoir prouver aussi que notre blanc-bleu belge, eh bien finalement, il a aussi les capacités d'être une viande très persillée et très maturée également, et que finalement, elle a aussi un super bon goût. Pourquoi? Parce qu'au détriment, peut-être qu'à un moment donné, la grande distribution nous a confrontés aussi à vouloir vraiment produire du taurillon de 22-23 mois, finalement, qui n'avait plus trop de goût, et qu'on veut retrouver peut-être justement la noblesse de ces produits nobles de notre race, et finalement, il y a aussi de la place pour tout le monde, bien sûr. Mais on va essayer de remontrer justement la noblesse de notre race blanc-bleu belge. Merci. Il y a d'autres commentaires? Je veux bien répondre aussi à la dame ici pour le blanc-bleu, mais c'est ce que je disais, c'est pas la race, c'est pas la manière d'élevage qui compte, ce qui devrait compter, ça devrait être le résultat. Et donc tant mieux si une personne arrive avec un élevage de blanc-bleu belge culard, avoir de bons résultats environnementaux et de résultats durables. Et après, laissons les agriculteurs arriver à ces résultats et mesurons ces résultats. Parce qu'actuellement, on parle d'un gros biais, on est tout en train de parler de local et de consommer belge. Mais à l'heure actuelle, ce n'est pas parce qu'on consomme belge qu'on amène une durabilité environnementale et une production qui est durable dans le temps, et peu importe la manière dont on va produire. Donc je pense qu'il faudrait parler de résultats et après laisser les mille et une façons d'arriver à ces résultats, pouvoir s'émanciper et laisser les agriculteurs faire leur choix, quoi. Ok. Donc, on arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie pour la participation. On n'a pas répondu, on se rend compte qu'on n'a pas répondu, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions, mais on a bien noté toutes les questions et on connaît on va revenir vers les différents participants par email, donc pour donner une réponse aux questions qui ont été soulevées. Et après, vous verrez maintenant le lien où vous pourrez télécharger l'étude complète, ainsi qu'un résumé de l'étude et une brochure qui a été effectuée par le WWF où on reprend donc les conclusions, les principales conclusions et on ajoute des recommandations de la part du BVF Belgique. Donc, merci beaucoup
et à bientôt.